ne veux pas rebondir tout de suite sur Amazon, parce que sinon on va partir Ouais, non, mais pendant 20 minutes. Non, mais c'est un un sujet passionnant et qui est le nœud de plein de questions et de solutions en même temps. Moi, je suis plus directement dans la diffusion, dans la commercialisation du livre depuis 90, oui, ça fait un certain nombre d'années, sur deux maisons essentiellement. Une petite maison qui s'appelle Les Belles Lettres, qui fait de l'édition depuis très longtemps, et qui fait aussi de la diffusion d'à peu près 150 éditeurs, c'est-à-dire de la commercialisation en librairie, de livres de sciences humaines, beaucoup de littérature, de beaux-arts. Et puis j'ai passé les 12 dernières années à la direction commerciale des éditions La Découverte, qui sont donc plus directement en sciences sociales, qui est une maison de taille moyenne, une vingtaine de personnes, qui publie une centaine de titres par an. Une maison relativement ancienne à l'aune de la taille des maisons d'édition, qui date de 83, même si sa création s'est appuyée sur le fonds des éditions Maspero, qui a été créé en 59. Et la maison est devenue les éditions de La Découverte en 83. Il y a, dans mon souvenir, à peu près un peu plus de 3000 titres disponibles. Donc c'est une maison qui s'appuie sur un fonds entretenu en permanence, avec différents axes de production. Il y a une partie assez universitaire avec, par exemple, la collection Repères que vous devez connaître, qui a un peu plus de 700 titres maintenant, donc des petits livres de référence de 128 pages. Il y a également des livres plus purement universitaires, des collectifs de recherche, dans une collection d'ailleurs qui s'appelle Recherche, qui est née également dans les années 80, mais qui publie 4 ou 5 titres par an. Et là, on peut dire que ce sont des ventes confidentielles. Modeste, voilà. Modeste, voilà. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, voilà, on va parler des ventes différentes. Des ventes différentes. C'est ça. La différence pour les ventes. Et puis qui publie donc à peu près 100 titres par an, avec une sorte d'équilibre entre ce qu'on dirait les essais et documents, donc enquête soit sur la France, soit sur l'étranger, à caractère politique assez marqué, toujours, et puis des livres vraiment de sociologie, de sciences sociales, d'histoire, à rotation en général assez lente, et qui est surtout une maison qui se pose beaucoup la question de effectivement, comme disait Vincent Petit tout à l'heure, de la destination des livres. C'est-à-dire pour chaque livre qui va apparaître, il y a un comité éditorial, il y a un comité de direction, et chacun passe un petit peu au scanner en se disant, voilà, est-ce qu'il y a un sujet, est-ce qu'il y a un traitement qui est intéressant, quelle chance a ce livre qui va partir tout seul dans la grande vie et dans le monde tout seul, est-ce qu'on lui donne telle forme, est-ce qu'on fait travailler l'auteur de telle ou telle façon, tel format, est-ce qu'on le laisse offrir au public parce qu'il a très bien travaillé et que c'est absolument parfait les 650 pages de son livre, ou est-ce que ça serait plus intéressant qu'il en fasse 180 pages en le retravaillant beaucoup. Donc ça, c'est des questions qui sont quotidiennes, parce que bon, il y a beaucoup de manuscrits qui arrivent par la poste, il y a des choses qui arrivent par connaissance, il y a des choses qui arrivent par les directeurs de collection, parce qu'une maison d'édition, c'est beaucoup de directeurs de collection qui sont un peu des tours de contrôle, qui regardent ce qui se passe dans leur laboratoire, dans les centres de recherche dans lesquels ils travaillent, et puis tout simplement dans leur cercle de connaissances. Donc tout ça fait qu'il y a une sorte de flux un peu permanent de projets qui sont en permanence en gestation, qui peuvent aussi bien donner, enfin c'est l'intérêt d'une maison vraiment très éditorialisée comme La Découverte, peuvent donner un sujet qu'on va vouloir traiter immédiatement, très lié à l'actualité, et qui pourra éventuellement, enfin, après c'est des questions techniques de diffusion, mais qui pourra éventuellement sortir peut-être dans le mois, c'est rarissime, mais disons dans les 2-3 mois qui viennent. Donc quelque chose d'assez réactif, et puis aussi lancer des projets plus coûteux sur 4 ans, sur 5 ans. Donc c'est vraiment tout l'intérêt d'une maison comme ça, de pouvoir doser, d'essayer de faire des équilibres, sachant que, comme pour la BD, effectivement, il y a une grande majorité de livres qui se vendent plutôt en dessous de 2000 exemplaires. Il y a des livres qui se vendent, on va dire, entre 2000 et 5000. Il y en a un certain nombre dans l'année, et il faudrait idéalement, pour une maison comme La Découverte qui a une vingtaine de salariés,
qui est, on va dire, entre 8 et une douzaine de livres qui se vendent à plus de 10 000 par an. Et évidemment, je ne vous cache pas que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas toujours. Voilà, par exemple, parfois, il y a un livre qui se vend à 100 000 et il y en a 8 qui se vendent à moins de 10 000. Donc tous ces équilibres, c'est un petit peu le travail de la direction commerciale, mais aussi tout simplement des éditeurs, parce qu'ils sont très impliqués. Et puis par rapport peut-être à d'autres maisons, le fait que sur la vingtaine de personnes qui travaillent au quotidien dans cette maison, il y a 7 ou 8 personnes qui font de l'éditorial pur, c'est-à-dire qui sont là du matin au soir pour travailler sur les manuscrits, avoir des confrontations créatives, parfois difficiles, mais souvent toujours créatives avec les auteurs, pour vraiment essayer d'arriver au livre fini qui soit le plus acceptable possible dans le cadre qu'on s'est fixé au départ, c'est-à-dire quelque chose de grand public, quelque chose de très pointu, quelque chose qui relève de l'entretien, enfin toutes les formes de livres qu'on peut imaginer. Parce que il y a une donnée qui me semble importante par rapport à ce que tu dis, c'est tu évoques la collection Repères. L'exemple qui moi me semble un contre-exemple intéressant de justement comment, alors ce qui est vraiment une collection purement, quasiment exclusivement centrée sciences sociales et économie. Oui, il y a un peu d'histoire, mais c'est très marginal. Et moi, je trouve ça passionnant parce que l'une des grandes victimes d'Internet, qui est toujours censé être l'apocalypse du savoir, ça a été Que sais-je. C'était Que sais-je qui, à un moment, a eu jusqu'à 3000 références. Et il me semble que Repères, qui est une collection qui, je crois, globalement, finalement, fonctionne plutôt pas mal, me semble justement le contre-exemple extrêmement intéressant de comment, par un travail extrêmement qualitatif et en même temps très très branché sur l'actualité du savoir, je veux dire. Alors il y a le fameux exemple avec le repère sur les paradis fiscaux, mais on peut proposer et trouver un lectorat par rapport à ce qui est purement et simplement de la très bonne médiation et vulgarisation de sciences sociales. Alors que dans le même mouvement, effectivement, Que sais-je, qui a mis un temps fou à se repositionner parce qu'ils étaient beaucoup beaucoup plus grand public. Ça, c'est aussi un argument contre l'idée que c'est pas toujours en faisant du grand public qu'on a raison. C'est-à-dire qu'en faisant, où il y avait même un Que sais-je sur les nœuds marins, effectivement, quand vous avez un Que sais-je sur les nœuds marins, à un moment, quand vous avez l'Internet, c'est quand même un peu plus simple, si vous avez un nœud marin à faire, de le faire sur Internet que d'aller dans une librairie pour acheter un Que sais-je. Et je trouve que Repère est comme un bon exemple de victoire par la qualité. Très éditorialisé pour le coup. Oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Différence d'autres collections où l'auteur donne son fichier par l'imprimerie. Là, il y a plus d'aller-retour. Voilà, après, on pourra peut-être rentrer dans le détail de la commercialisation, mais je fais tourner. Merci beaucoup pour cette premier tour de table.